La RDC s'apprête à négocier la deuxième lettre d'intention avec la CAFI. Ces nouveaux contrats devra porter sur 10 ans pour un coût total de 1 million de dollars américains. Cependant, du côté de la RDC, l'on veut voir clair dans ces contrats qui, selon la vice-premier ministre de l'Environnement F. Bazaïba, ne profitent pas au pays. Sans embâche, elle n'a pas voilé les mots pour décrire sa déception. J'ai dit aux partenaires CAFI, avant que je ne puisse signer toute lettre d'intention pour renouveler les contrats, il faut une évaluation et un recadrage. J'ai trouvé le projet avec 190 millions mis dans Fonared. De 2012 à 2020, on y avait mis 190 millions de dollars américains. Lors de l'évaluation, 42% plutôt de ces 190 millions, environ 85 à 90 millions, c'était parti pour le fonctionnement et la rémunération. Et le reste, dans ces restes de 58%, 30% logés dans les agences. On appelle ça le système de sécurisation fiduciaire. Du coup, 30% des unités de 52. Et le reste, c'est parti dans les ateliers de renforcement des capacités et les missions d'études. F. Bazaïba a tout de même fustigé les importantes affectations de la CAFI au secteur de la planification familiale au détriment des secteurs considérés comme véritables moteurs de la déforestation. Dans ces groupes des intérêts, des capacités et des missions d'études et tout ça, vous avez 33 millions qui ont été dépensés pour les ateliers de gestion de la démographie. Notons que c'était au cours d'un briefing de presse organisé en direct de la chaîne nationale congolaise pour faire le point sur la situation de la pollution des eaux de la rivière Chikapa que la vice-premier ministre est revenue sur toutes ces questions d'actualité relatives à son secteur. Il s'est ouvert depuis le lundi 30 août 2021 un webinaire régional pour l'Afrique francophone. Ainsi, durant 3 jours, c'est-à-dire du 30 au 1er septembre 2021, plusieurs représentants de 6 pays forestiers de l'Afrique de l'Ouest et centrale, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, le Mali, le Niger et la République démocratique du Congo, se sont partagés des informations et des expériences sur les réponses de la gouvernance forestière nationale à l'accord de Paris et de la contribution de ressources forestières à la résilience des communautés au changement climatique en Afrique. Les efforts fournis sont en train d'être partagés. Les recommandations en vue d'améliorer la gouvernance du secteur forestier ont été vraiment soumises. Et finalement, on a demandé au pays de continuer à travailler en synergie afin d'améliorer le cadre législatif et réglementaire et de mettre en place des mécanismes, en tout cas de meilleure gouvernance forestière dans l'espace africain, mais aussi en essayant de mettre en valeur tout ce que nous avons comme produits forestiers. Le secrétaire exécutif adjoint et coordonnateur technique de la COMIFA a salué la mobilisation de tous les participants pour l'intérêt qu'ils ont manifesté à la thématique choisie sur la gestion durable des ressources forestières pour la protection de l'environnement et le bien-être des communautés. Quelques participants au webinaire ont livré leurs impressions sur les travaux qui se sont déroulés 3 jours durant. Nous travaillons un peu avec tous les secteurs de l'environnement, tous les points focaux au sein du ministère de l'Environnement et le ministère national de l'Agriculture. Et on pense que tout ce qu'on va avoir comme message aujourd'hui, chacun de nous va aller éparpiller ce message-là au niveau des communautés pour que tout le monde puisse participer à la gouvernance forestière. Parce qu'on sait ensemble que c'est la gouvernance forestière qui peut nous amener à gérer durablement nos ressources forestières. Nous devons encourager ce qu'on appelle la vulgarisation. Et ce n'est pas possible que nous le fassions seuls. On sait la place du média à ce qui concerne la vulgarisation. C'est comme ça qu'on a impliqué les médias, mais on a surtout impliqué les médias qui sont intéressés par l'environnement. C'est au fait pour qu'ils nous aident à vulgariser notre message à ce qui concerne la gouvernance forestière. Au terme de 10 travaux, les pays partis à l'accord de Paris ont été appelés à formuler leur vision nationale qui puisse rencontrer des solutions à donner au changement climatique tout en démontrant leur volonté politique et leur disponibilité à contribuer aux efforts nationaux d'adaptation et d'atténuation au niveau international.
Une nette restitution dans le cadre de la tenue de ce webinaire a été exigée aux participants qui ont réfléchi largement sur le thème retenu cette année. Plus de 11 000 catastrophes attribuées à des phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes ont été signalées au cours de ces 5 dernières décennies dans le monde, faisant un peu plus de 2 millions de morts, a indiqué l'ONU dans un rapport publié récemment. À en croire le secrétaire général de l'agence onusienne Peter Rita Alas, le nombre de phénomènes météorologiques, climatiques et hydrologiques extrêmes continue de progresser. Du fait du changement climatique, ils deviendront plus fréquents et plus violents dans de nombreuses parties du monde. Les rapports indiquent également qu'en moyenne, une catastrophe d'origine météorologique, climatique ou hydrologique a été enregistrée chaque jour au cours de ces 50 dernières années, entraînant quotidiennement les décès de 115 personnes et des dégâts se chiffrant à 202 millions de dollars. Plus de 91% de ces décès sont survenus dans des pays en développement, signalant que les sécheresses ont été responsables des plus grandes pertes de vies humaines au cours de ces 50 dernières années, faisant quelques 650 000 morts, suivis par les tempêtes, les inondations et les températures extrêmes. Les États généraux des mouvements citoyens sur l'électricité en RDC ont en collaboration avec l'Université congolaise de l'engagement citoyen échangé sur l'électricité et le développement de la RDC, état des lieux et perspectives. C'est vendredi 3 septembre à Kinshasa. La réflexion a permis d'établir clairement la place des énergies dans le développement de la RDC et a stimulé les techniciens ainsi que les universitaires, les activistes et experts à réfléchir davantage pour développer des projets dans le cadre des énergies, trouver des solutions afin d'accroître les taux d'accès à l'énergie dans les foyers des Congolais en général et des Kinois en particulier. En tout cas, les travaux sont presque terminés et il y avait d'autres petits problèmes, je crois, de matériel et MT pour injecter l'énergie au réseau. Donc, nous sommes, en tout cas, là-dessus, je voulais vous apaiser. Les échanges entre participants et panélistes ont été suivis de différents exposés, desquels ont permis de se rendre compte des opportunités qu'offre les secteurs énergétiques en RDC. Alors, à ce titre, il y a déjà beaucoup de points de notre pays qui sont déjà électrifiés par certains opérateurs dans le domaine de l'électricité. Il y a une dynamique assez importante, surtout à l'est du pays, à Goma essentiellement. Certains environnementalistes sur place ont également évoqué les études d'impact environnemental avant de procéder à la construction de Inga 3 afin de ne pas exposer la population à la pollution et tant d'autres effets liés à la mauvaise gestion de l'environnement. L'enjeu économique est très important parce que la RDC s'y est lancée. Aujourd'hui, la tonne d'hydrogène vert, donc produit à partir de l'électricité verte, et puis produit aussi. Donc le problème que l'on veut résoudre n'est pas résolu. C'est vrai que l'hydrogène va maintenant fonctionner sans émettre de gaz à effet de serre. L'hydroélectricité n'est pas le seul secteur qui a attiré l'attention de ces hommes et femmes. Ces scientifiques ont également réfléchi sur une possibilité pour les pays de produire de l'énergie à travers de l'hydrogène en dehors des énergies solaires, énergie voltaïque et la biomasse, tous dans le but de pallier aux problèmes de desserte en énergie en République démocratique du Congo. Les eaux polluées de la rivière Chikapa pourraient atteindre Kinshasa d'ici ce samedi. L'alerte a été lancée par un cabinet congolais spécialisé dans les études d'impact environnemental et social. Alain Zamba, directeur général de ces cabinets, prévient le gouvernement congolais sur les conséquences que cette contamination pourrait avoir sur les Kinois. Depuis l'apparition de cette fameuse pollution sur la rivière Chikapa, nous avons travaillé, nous en tant que scientifiques, sur une formule qui est bien évidemment connue dans le monde scientifique à ce qui concerne les écoulements des rivières. Alors, au regard de nos résultats, nous avons estimé qu'au plus tard, ce samedi, la pollution pourra atteindre la ville-province de Kinshasa, autour du pôle Malibo, précisément la cité de Maloko.
Selon les éléments des études menées sur la qualité de l'eau au niveau de la ville de Bandundu, les taux de plomb et d'autres paramètres sont très élevés. C'est pourquoi nous lançons cette alerte pour attirer l'attention des autorités pour que si il y aura une quelconque pollution, d'autant plus que la ville de Kinshasa a au jour d'aujourd'hui une population estimée autour de 10 millions ou plus, risque d'avoir des conséquences néfastes, sinon dramatiques. Notons par ailleurs qu'en réaction à cette pollution, la vice-premier ministre Eve Bazaiba a exigé de la partie angolaise qui reconnaît la faille la juste réparation. La République démocratique du Congo dispose d'un potentiel énorme en bambou. Outre ce forêt, le pays peut compter sur cette ressource pour lutter contre la pauvreté. C'est le message de René Kam, directeur de la zone Afrique centrale de l'Organisation mondiale du bambou et rotin, à Eve Bazaiba. Donc on a eu une très bonne discussion avec la vice-première ministre et je pense qu'elle est acquise, elle a compris les enjeux, elle a compris que c'est un outil que le gouvernement pourra utiliser pour écouter justement les avantages que le bambou pourrait apporter à la RDC, surtout dans sa nouvelle politique d'ajouter de la valeur à la ressource naturelle au lieu de l'exporter sous sa forme de grume et non transformée comme à l'époque. René Kam encourage la RDC à intégrer l'INBAR afin de tirer profit des différents appuis, notamment au renforcement des capacités et au développement de cette filière porteur d'avenir. Notre mission, c'est d'accompagner nos pays membres dans le développement durable, respectueux de l'environnement, création de richesses avec le bambou et le rotin. Et pour moi, qui suis donc directeur pour l'Afrique centrale, vous convenez avec moi que la RDC fait 68% des forêts du bassin du Congo. Je ne saurais dire que ma mission a réussi si la RDC ne devient pas pays membre de l'organisation. Le nouveau directeur AI de l'ICSN, Olivier Mouchete, a reçu la délégation de l'Union européenne à Kinshasa, conduite par l'ambassadeur Jean-Marc Châtaignier. Il était question pour les deux parties de faire les points sur la coopération qui existe entre cet établissement public et l'Union européenne. Dans son tweet, le chef de la délégation de l'Union européenne a écrit « Rencontre de travail ce matin avec le nouveau DG AI, Olivier Mouchete, et son équipe. L'occasion de faire le bilan de la coopération UE en RDC en matière de l'environnement, biodiversité, passer en revue nos programmes d'appui, identifier les axes d'amélioration. Grâce à l'appui de l'Union européenne, 4 centrales hydroélectriques ont été construites dans les parcs de Virunga, à l'est de la RDC. Un investissement devant être capitalisé. Dans un communiqué rendu public, Virunga Development annonce l'ouverture des enregistrements dans les parcs économiques de Goma. Ce parc sera érigé à Monigui, proche de Chaheru. Il sera prêt à accommoder les entrepreneurs dès fin novembre.